Tu n'as pas le profil pour ça. Le rire de la directrice marketing, Madame Valérie, résonnait encore dans l'esprit de Claire, un son strident qui déchirait le silence du petit appartement à Nantes, à 5 heures du matin. C'était la semaine précédente, mais l'humiliation semblait s'être produite il y a quelques secondes. Le marketing de luxe exige un certain éclat. Quelque chose que vous, franchement, ne possédez pas. L'éclat était, en réalité, une combinaison de noms de famille influx, de vêtements de marque et d'un réseau de contacts que Claire, issue d'une famille modeste de la campagne française, n'aurait jamais pu avoir. Elle tendit la main pour éteindre le réveil, sentant le froid du parquet sous ses pieds nus. La ville dormait encore, mais pour elle, la journée avait déjà commencé depuis longtemps. Claire, la vingtaine et les yeux encore lourds de sommeil, se leva, enfilant l'uniforme impeccable du café où elle travaillait à temps partiel avant de se rendre à son stage non rémunéré dans l'agence de publicité la plus convoitée de Paris. Pendant qu'elle préparait le café, l'odeur forte et réconfortante du grain moulu emplit la pièce, un petit réconfort au milieu de l'anxiété qui la consumait. Elle était une force de la nature déguisée en quiétude. Ses cheveux châtains, toujours attachés en une queue de cheval pratique, et ses lunettes à monture simple cachaient un esprit brillant et un cœur résilient. Elle n'avait pas l'éclat que Valérie valorisait tant, mais elle avait quelque chose de bien plus rare, la passion, l'intelligence et une éthique de travail inébranlable. À l'agence Élégance et Stratégie, où elle était stagiaire, l'ambiance était un tourbillon de créativité et d'ego surdimensionné. L'élégance était connue pour ses clients haut de gamme, des marques de luxe qui exigeaient des campagnes sophistiquées et exclusives. Claire, la seule stagiaire sans parrain influx, était constamment reléguée aux tâches les plus ingrates, organiser des dossiers, chercher des cafés, faire des photocopies. Elle observait, absorbait chaque détail, chaque nuance des discussions sur le branding et le positionnement, rêvant du jour où ses idées seraient entendues. Chaque fois que Valérie passait devant elle, un regard de dédain, un soupir impatient, renforçait le sentiment qu'elle était invisible, un simple accessoire dans le décor de luxe. Ce matin-là, l'air à l'agence était encore plus tendu. Le client le plus important de l'élégance, la joaillerie Diamant Éternel, avait rejeté la proposition de campagne que l'équipe de Valérie avait présentée. Le délai était serré, et le PDG de la joaillerie, l'exigeant et renommé M. Antoine Lefebvre, était furieux. Valérie, avec son visage toujours impeccable, mais maintenant teinté de panique, convoqua une réunion d'urgence. Nous avons besoin d'une nouvelle idée, disruptive. Quelque chose qui capture l'essence du luxe, mais avec une touche de modernité. Et vite! S'écria-t-elle, ses yeux balayant la pièce, s'arrêtant un instant sur Claire, qui était assise dans un coin, invisible, mais attentive à chaque mot. Claire, qui avait passé des nuits blanches à étudier le marché du luxe et les tendances de consommation, avait une idée. Une idée qui allait à l'encontre de tout ce que l'élégance avait l'habitude de faire, mais qui, selon elle, était exactement ce dont Diamant Éternel avait besoin. C'était risqué, audacieux, et complètement différent de l'éclat superficiel que Valérie recherchait tant. Mais comment la présenter? Elle n'était qu'une stagiaire, la fille du café, celle qui n'avait pas le profil. Pendant la réunion, tandis que les cadres échangeaient des idées génériques et recyclées, Claire sentit un nœud dans la gorge. Elle savait qu'elle avait la solution, mais la peur d'être ridiculisée, d'avoir ses mots ignorés, la paralysait. Valérie, impatiente, clôtura la réunion sans plan concret. Je vais avoir besoin de vous tous pour faire des heures supplémentaires. Qui a une idée, venez me voir. Mais que ce soit quelque chose de vraiment bon, pas ces bêtises que j'ai entendues aujourd'hui. Claire respira profondément. C'était maintenant ou jamais. Elle attendit que la pièce se vide, et quand Valérie était sur le point de partir, Claire s'approcha, le cœur battant la chamade. Madame Valérie, j'ai une idée pour la campagne Diamant Éternel. Valérie se retourna lentement, un sourire ironique flottant sur ses lèvres parfaitement maquillées. Vous? La stagiaire? Claire, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas le profil pour ça. Le marketing de luxe n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir de l'expérience, du vécu, un certain raffinement. Le rire de Valérie, bas et dédaigneux, coupa l'air comme un couteau. Vous pensez comprendre ce qu'un client de haute joaillerie recherche? Retournez à vos photocopies, ma chère. Laissez les adultes travailler. Les mots de Valérie furent un coup, mais aussi une étincelle.
L'humiliation alluma une flamme de détermination en Claire. Elle ne serait pas définie par la vision limitée de quiconque. Cette nuit-là, au lieu de rentrer chez elle, Claire resta à l'agence. Elle travailla sans relâche, transformant son idée en une présentation visuellement impactante, avec des données, des recherches et un concept innovant. Elle savait qu'elle n'aurait pas d'autre chance. À chaque diapositive qu'elle créait, à chaque mot qu'elle tapait, elle sentait l'énergie du dépassement pulser dans ses veines. C'était sa réponse silencieuse au rire de Valérie. Le lendemain, l'ambiance à l'élégance était au désespoir. La date limite pour la nouvelle proposition de diamant éternel était dans quelques heures, et Valérie n'avait toujours rien de substantiel. C'est alors que le directeur créatif, M. Thomas, un homme plus ouvert et moins préjugé que Valérie, passa devant le bureau de Claire et vit la présentation ouverte sur son ordinateur. Curieux, il s'arrêta. « Qu'est-ce que c'est, Claire ?» Claire, surprise, tenta de fermer l'écran, mais il était trop tard. Thomas commença à lire, et à chaque diapositive, ses yeux s'écarquillaient. L'idée de Claire était géniale. Une campagne qui se concentrait non seulement sur l'éclat des bijoux, mais sur les histoires et les émotions qui les sous-tendaient, connectant le luxe à l'authenticité et à la mémoire affective, quelque chose que le marché du luxe commençait à rechercher. Les jours suivants chez Innovatech furent un flou gris de tâches répétitives et de regards de dédain, chacun d'eux une petite poignardée dans son estime de soi déjà blessée, un rappel constant et cruel de sa position inférieure, de sa prétendue inadaptation, de sa condition de simple pion dans un jeu d'échecs corporatif. Anaïs Dubois était constamment ignorée lors des discussions d'équipe, ses suggestions, aussi brillantes et bien fondées fussent-elles, étaient écartées d'un revers de main, sans même être considérées, comme de simples bruits sans importance, des idées d'une enfant naïve et inexpérimentée. Elle passait des heures entières à son bureau, un petit cube exigu et isolé dans un coin oublié du bureau, presque comme une punition, programmant des lignes de code qui semblaient interminables, une toile complexe de commandes qui s'étendait sur des pages et des pages, tandis que ses collègues, dans un contraste cruel et douloureux, riaient et conversaient animément à la cafétéria, leur voix et leur rire résonnant comme une mélodie lointaine et inaccessible. Une invitation à une fête dont elle était exclue, une étrangère dans son propre pays, une observatrice silencieuse d'une vie qui ne lui appartenait pas. À chaque déjeuner solitaire, consommé en silence alors qu'elle observait l'interaction entre les autres, la camaraderie qu'elle désirait tant, mais qui lui était refusée avec une cruauté presque palpable, Anaïs Dubois ressentait le vide dans son estomac et dans son âme, un vide qu'aucune nourriture ne pouvait combler, une faim de reconnaissance qui la consumait lentement. Elle voyait les groupes se former, les blagues internes qu'elle ne comprenait pas, les plans pour le week-end qui ne l'incluaient jamais, et se sentait comme une étrangère dans son propre pays, une observatrice invisible d'une vie qui ne lui appartenait pas, une pièce manquante du puzzle, un élément déplacé et indésirable. Un après-midi, alors qu'elle tentait de présenter une solution innovante pour un bug persistant qui tourmentait l'équipe depuis des semaines, un problème que personne d'autre ne parvenait à résoudre et qui retardait un projet crucial, elle fut brusquement interrompue par un collègue, un homme d'âge moyen avec un sourire ironique et un regard condescendant, qui la fit se sentir petite et insignifiante. « Anaïs Dubois, ma chère, » dit-il, d'une voix onctueuse qui dégoulinait de fausseté et d'un ton paternaliste qui l'irritait profondément, « laissez les problèmes complexes à ceux qui s'y connaissent, d'accord ? Vous êtes nouvelle ici, vous avez encore beaucoup à apprendre. Ne vous en faites pas, nous nous en occupons. Nous ne voulons pas que vous vous surchargiez avec quelque chose qui dépasse vos capacités actuelles. » La phrase, prononcée sur un ton de plaisanterie, mais avec une cruauté voilée qui ne lui échappa pas, la frappa comme un coup de poing dans l'estomac, lui coupant le souffle, la laissant haletante, le corps tremblant d'indignation. Elle sentit son visage rougir, une rougeur de honte et de colère qui montait le long de son cou, les larmes menaçant de jaillir, brûlant ses yeux, mais elle refusa de pleurer devant eux, de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer, de la voir faible et vulnérable. Elle hocha simplement la tête, feignant une indifférence qu'elle était loin de ressentir, et retourna à son bureau, le cœur serré, battant d'une douleur sourde et persistante, une blessure qui s'ouvrait encore plus. Le pire de tout fut la sensation que, même avec la solution au bout de la langue, elle fut réduite au silence, sa voix étouffée par l'arrogance et les préjugés. Ce micro-conflit, apparemment anodin, laissa une marque profonde car elle savait que son travail était précieux, mais il fut sommairement écarté sans même être évalué, sans la chance de prouver son point. Cet environnement, qui aurait dû être un creuset de collaboration et d'innovation, ressemblait davantage à une arène de gladiateurs,
où les plus faibles étaient dévorés sans pitié, où la compétition était sauvage et l'empathie, un mot oublié, un concept inexistant, une utopie. Elle se sentait piégée dans un cercle vicieux d'humiliation et de dévalorisation, et chaque jour qui passait, la flamme de sa passion pour la programmation, qui brûlait auparavant si intensément, semblait diminuer un peu plus, menaçant de s'éteindre complètement, la laissant dans l'obscurité la plus profonde. La pression était immense, un poids écrasant sur ses épaules, et elle se demandait, avec une angoisse croissante, jusqu'à quand elle pourrait supporter, jusqu'à quand son âme supporterait d'être piétinée de cette manière, jour après jour, sans un aperçu d'espoir, sans un signe que les choses pourraient s'améliorer. Les nuits étaient remplies d'insomnie, de pensées incessantes sur le travail, sur les mots cruels, sur le sentiment d'inadéquation qui la consumait, rongeant sa confiance en elle et son estime de soi. Elle se tournait et se retournait dans son lit, l'oreiller mouillé de larmes silencieuses, rêvant d'une évasion, d'un endroit où son talent serait reconnu, où sa voix serait entendue, où elle pourrait être elle-même, sans peur d'être jugée ou diminuée. Mais, au lever du jour, la réalité brutale d'Innovatech l'attendait, et Anaïs Dubois se levait, revêtait son armure invisible et se préparait pour un autre jour de bataille, avec l'espoir, aussi ténu soit-il, qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les choses changeraient, que sa chance tournerait, que la justice prévaudrait. Elle s'accrochait à cet espoir comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois au milieu d'un océan déchaîné, sachant que c'était la seule chose qui la maintenait à flot, la seule raison de continuer à se battre, de ne pas se laisser noyer dans l'amertume et le désespoir. Elle sentait qu'elle était sur une corde raide, en équilibre entre l'abandon et l'entêtement, et à chaque pas, l'abîme semblait plus profond, plus menaçant, plus invitant. Chaque jour, la complicité entre Clara et Lucas grandissait. Ils passaient des heures ensemble, non seulement à travailler sur les détails de la campagne, mais à parler de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs aspirations les plus profondes. Lucas découvrit la passion de Clara pour la photographie et l'encouragea à explorer ce talent, voyant en elle une sensibilité unique. Clara, à son tour, admirait la sensibilité artistique de Lucas et sa capacité à voir la beauté là où d'autres ne voyaient que l'ordinaire, transformant des concepts abstraits en visuels impactants. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait sur la Seine, peignant le ciel de tons orangés et violets, ils étaient sur le balcon de l'agence, observant le paysage magnifique. « Tu sais, Clara, » commença Lucas, la voix basse, presque un murmure, « je n'ai jamais connu quelqu'un qui m'inspire autant à être meilleur. Tu as une force et une vision qui sont rares, et c'est un privilège de travailler à tes côtés. » Clara sentit son cœur s'accélérer, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Son regard était intense, et la promesse de quelque chose de plus profond était là, dans l'air, entre le crépuscule et le silence de la ville qui commençait à allumer ses lumières. Malgré les moments de connexion, la réalité de l'agence était implacable. Valérie, percevant la proximité croissante entre Clara et Lucas, commença à créer des barrières. Elle désigna Lucas pour des projets secondaires, essayant de l'éloigner de l'équipe de Clara. « Lucas, j'ai besoin de toi sur ce projet urgent d'un client plus petit. Clara a son équipe, elle n'a pas besoin de toi tout le temps pour chaque détail. Elle doit apprendre à se débrouiller seule. » C'était une tentative claire de Valérie d'isoler Clara et de briser le soutien qu'elle recevait, une tactique pour la déstabiliser émotionnellement. Ce fut un autre micro-conflit, une tactique de guerre psychologique que Valérie utilisait pour maintenir son pouvoir et son contrôle sur la situation. Clara sentit l'absence de Lucas. Les tâches qui semblaient auparavant plus légères avec sa présence, pesaient maintenant encore plus. Elle savait que Valérie faisait cela exprès, un coup calculé pour miner son moral. L'injustice la blessait, mais aussi la propulsait. Elle ne laisserait pas Valérie gagner. Elle redoubla d'efforts, travaillant encore plus dur, prouvant qu'elle pouvait faire le travail, même sans le soutien constant de Lucas à ses côtés. Elle passait des heures d'affilée, seule à l'agence, révisant chaque diapositive, chaque mot, chaque image, déterminée à ne laisser aucune faille aux critiques. La présentation finale était prévue pour la semaine prochaine. Monsieur Antoine Lefebvre serait présent, ainsi que tout le conseil d'administration de Diamant Éternel. La pression était immense. Clara savait que c'était le moment de prouver à tous, et surtout à elle-même, qu'elle avait, oui, le profil pour cela. Elle n'était pas seulement une stagiaire, elle était une visionnaire, une leader. Et pour vous qui suivez ce parcours de dépassement et de romance, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment.
Ne manquez pas les prochains chapitres de cette histoire qui vous fera repenser ce que signifie avoir un profil et découvrir le véritable éclat qui vient de l'intérieur. L'absence de Lucas dans l'équipe de Clara était un coup stratégique de Valérie, et Clara en ressentait l'impact dans chaque détail du projet. Les tâches qui semblaient auparavant plus légères avec sa présence, pesaient maintenant encore plus. Valérie, avec un sourire dissimulé, tenait à demander à Clara, lors de réunions avec d'autres cadres, « Clara, comment vous débrouillez-vous sans Lucas? J'espère que vous ne ressentez pas le manque de son soutien. » Après tout, une leader doit être autonome, n'est-ce pas? C'était un micro-conflit constant, une pique publique qui visait à la déstabiliser et à miner son autorité auprès de l'équipe. Clara, cependant, répondait avec un calme forcé, assurant que tout était sous contrôle, même si intérieurement elle sentait la pression augmenter exponentiellement. La fatigue physique et mentale de Clara était évidente. Les nuits blanches s'accumulaient, et l'alimentation irrégulière au café et à l'agence commençait à affecter sa santé. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle tentait de finaliser un rapport complexe, elle ressentit un violent mal de tête et une vision floue. Elle s'appuya sur la table, essayant de reprendre son souffle. Lucas, qui était à une table distante, mais toujours attentif aux mouvements de Clara, remarqua son malaise. Il s'approcha discrètement, apportant une tasse de thé à la camomille et un analgésique. « Clara, tu dois prendre soin de toi. Ça ne sert à rien de gagner la bataille et de perdre la guerre. Personne ne t'exigera autant que toi-même. » Le geste simple, mais chargé d'affection, fit ressentir à Clara une chaleur dans la poitrine, une pointe de soulagement au milieu de la solitude de cette lutte. La romance entre eux, bien que non encore verbalisée, grandissait dans les petits gestes, les regards furtifs, les conversations chuchotées dans les couloirs vides de l'agence après les heures de travail. Lucas devint le confident de Clara, le seul qui comprenait vraiment la profondeur de sa lutte. Il l'écoutait sans jugement, offrait des conseils pratiques et surtout, la faisait se sentir vue et valorisée. Un jour, alors qu'ils révisaient ensemble une maquette que Valérie avait injustement critiquée, Lucas dit, d'une voix basse, « Tu sais, Clara, ce que Valérie ne comprend pas, c'est que le vrai luxe n'est pas dans l'ostentation, mais dans l'authenticité. Et tu es la personne la plus authentique que je connaisse. » Ces mots furent un baume pour l'âme de Clara, et elle sentit un frisson parcourir son corps. C'était un amour qui surgissait lentement, au milieu de la douleur de l'injustice et de la beauté de la complicité. Les obstacles émotionnels et sociaux étaient comme des murs invisibles. Outre la pression à l'agence et la préoccupation familiale, Clara commença à ressentir la distance de certains vieux amis, qui ne comprenaient pas sa nouvelle routine. « Tu ne parles que de travail, Clara. Tu n'as plus le temps pour rien », se plaignait une amie au téléphone, de Bordeaux. Clara se sentait tiraillée entre le désir d'atteindre ses rêves et la culpabilité de s'éloigner des personnes qu'elle aimait. C'était un lourd fardeau, la solitude d'un chemin que peu comprenaient. Elle se demandait si le prix du succès serait la perte de ses racines et de ses connexions les plus précieuses. Lors d'une réunion d'équipe, Valérie tenta une fois de plus de disqualifier la vision de Clara pour la campagne. « Clara, cette idée d'utiliser des modèles réels, avec des histoires de vie, pour diamants éternels, c'est un peu risqué, vous ne trouvez pas? Nos clients attendent du glamour, de la perfection. Nous ne voulons pas que les gens s'identifient trop, nous voulons qu'ils rêvent de quelque chose d'inaccessible. » Elle lança un regard défiant à Clara, espérant qu'elle reculerait. Mais Clara, d'une voix ferme, répondit, « Madame Valérie, le luxe inaccessible perd du terrain face au luxe aspirationnel et authentique. Les gens veulent se connecter aux marques, voir un reflet de leurs propres émotions. Monsieur Antoine a approuvé cette direction parce qu'il comprend que l'avenir du luxe est dans l'émotion, pas seulement dans l'éclat des pierres. » La réponse de Clara, basée sur la recherche et la conviction, fit taire Valérie un instant, mais la directrice n'abandonnerait pas facilement. Malgré les tentatives constantes de Valérie de miner sa confiance, Clara continuait d'avancer avec la campagne. Chaque pièce, chaque détail, était un témoignage de sa vision et de sa résilience. Lucas, même éloigné de l'équipe principale, trouvait des moyens d'aider, envoyant des suggestions discrètes par email ou laissant des notes sur son bureau. Il était son refuge, la voix qui lui rappelait sa valeur lorsque les doutes l'assaillaient. Dans l'un de ses billets, il écrivit « Le véritable éclat ne s'achète pas, Clara. Il irradie de qui tu es. » Les mots, simples et profonds, touchèrent le cœur de Clara.
La présentation finale était dans quelques jours. La pression était immense, et Clara sentait le poids de toutes les attentes. Elle savait que Valérie serait à l'affût, prête à la moindre erreur. Mais Clara savait aussi qu'elle avait le soutien de Lucas, la validation de Monsieur Antoine, et plus important encore, la conviction en ses propres idées. Elle était prête à montrer à tous que le profil n'était pas une question de naissance ou de statut, mais de talent, de passion et de courage. Et pour vous qui vibrez avec le parcours de Clara, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour continuer à suivre cette histoire qui prouve que la vraie force vient de l'intérieur. La semaine de la présentation finale de la campagne Diamant Éternel arriva, et avec elle, une nouvelle vague de micro-conflits. Valérie, réalisant qu'elle ne parviendrait pas à déstabiliser Clara directement sur le projet, commença à répandre l'idée que la stagiaire exagérait sur l'authenticité, que la campagne était trop sentimentale et que Monsieur Antoine Lefebvre, au fond, s'attendait à quelque chose de plus traditionnel. Elle se laisse emporter par les émotions, ce qui est typique de quelqu'un qui n'a pas d'expérience sur le marché du luxe, commentait Valérie avec d'autres directeurs, essayant de semer le doute sur la capacité de jugement de Clara. Ces mots parvenaient aux oreilles de Clara comme des échardes, rongeant sa confiance dans les moments de vulnérabilité. Clara sentait le poids de ces insinuations. Lors d'une des dernières répétitions de la présentation, elle se retrouva à hésiter à défendre l'un des concepts les plus audacieux, une série de courtes vidéos racontant des histoires réelles d'amour et de dépassement, avec les bijoux comme symbole de ces moments. Lucas, qui avait réussi à trouver une brèche pour assister à la répétition, remarqua l'hésitation de Clara. Après la réunion, il l'aborda, d'une voix douce, mais ferme. « Clara, ne laisse pas Valérie te faire douter de ta vision. C'est la partie la plus puissante de ta campagne. C'est ce qui la rend unique. Souviens-toi de ce que Monsieur Antoine a dit, il veut quelque chose qui ne soit pas du déjà-vu. » L'encouragement de Lucas était un pilier pour Clara, une ancre au milieu de la tempête de doute. La romance entre eux, bien que non encore déclarée ouvertement, s'approfondissait à chaque échange de regards, à chaque mot de soutien. Lucas devint le refuge de Clara, le seul qui parvenait à calmer l'anxiété qui la consumait. Une nuit, alors qu'il travaillait tard à l'agence, finalisant les derniers ajustements, l'épuisement de Clara était visible. Elle était sur le point de s'effondrer. Lucas, sans dire un mot, prépara un café fort et apporta une collation. « Tu ne peux pas travailler l'estomac vide, Clara. Et tu as besoin d'énergie pour demain. » Il s'assit à côté d'elle, et pendant un instant, le silence entre eux fut plus éloquent que n'importe quel mot. Clara sentit sa main toucher légèrement la sienne, un contact qui lui envoya un frisson dans le corps, une promesse silencieuse qu'il serait là, quoi qu'il arrive. C'était un amour qui fleurissait dans l'adversité, un lien forgé dans la lutte et la complicité. Les obstacles émotionnels et sociaux continuaient de se manifester. La pression de l'agence et les insinuations de Valérie commencèrent à affecter le sommeil de Clara. Elle avait des cauchemars récurrents avec le rire de Valérie et la sensation d'échec. De plus, la distance de sa famille à Lyon pesait. Sa mère, Madame Dubois, l'appelait fréquemment, inquiète de la voix fatiguée de sa fille. « Ma fille, tu prends soin de toi ? Ça ne vaut pas la peine de sacrifier ta santé pour le travail. Souviens-toi que le plus important, c'est que tu ailles bien. » Les mots de sa mère, bien que pleins d'amour, ajoutaient une couche de culpabilité, faisant douter Clara si elle faisait le bon choix en se dévouant autant. Dans un moment de désespoir, Clara appela Lucas au milieu de la nuit. « Lucas, je ne sais pas si je peux y arriver. Et si Valérie avait raison ? Et si Monsieur Antoine n'aimait pas ? J'ai l'impression que je suis sur le point de décevoir tout le monde. » Sa voix était étranglée. Lucas, de l'autre côté de la ligne, d'une voix calme et réconfortante, répondit « Clara, tu n'es pas seule. Je crois en toi. Tes idées sont brillantes, et ta passion est contagieuse. Respire profondément. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà surmonté. Tu es plus forte que tu ne le penses. » La conversation s'étendit sur des heures, et les mots de Lucas furent un baume pour l'âme de Clara, renouvelant sa force et sa détermination. Le jour de la présentation, l'ambiance à l'élégance était à l'appréhension. Valérie, impeccable dans son tailleur de marque, observait Clara avec un regard qui mêlait mépris et une pointe de curiosité. Monsieur Antoine Lefebvre arriva, accompagné de son conseil d'administration,
et la salle de réunion était bondée. Clara, bien que nerveuse, ressentait un calme étrange, une certitude d'avoir fait de son mieux. Elle regarda Lucas, qui était assis au fond de la salle, et lui fit un sourire encourageant, un geste qui la fit se sentir plus forte. La présentation commença. Clara, d'une voix ferme et la passion dans les yeux, commença à exposer sa vision pour Diamants éternels. Elle parla d'authenticité, des histoires derrière les bijoux, de la connexion émotionnelle qu'ils pouvaient créer. Chaque diapositive, chaque vidéo, était un témoignage de son dévouement et de son talent. Monsieur Antoine écoutait attentivement, avec une expression sérieuse, mais intéressée. Valérie, en revanche, tentait de dissimuler son irritation, mais il était évident que la présentation de Clara dépassait toutes les attentes. Au milieu de la présentation, un micro-conflit inattendu surgit. L'un des directeurs de Diamants éternels, un homme plus conservateur, interrompit Clara. « Mademoiselle Clara, avec tout le respect que je vous dois, cette approche est très populaire. Diamants éternels est une marque de luxe exclusive. Nous ne voulons pas nous mélanger avec le commun. » Le commentaire était une attaque directe à l'essence de la campagne de Clara. Son cœur s'emballa, mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Monsieur Antoine Lefebvre intervint. « Excusez-moi, docteur Martin. Je ne suis pas d'accord. Le luxe n'est plus une question d'exclusivité aveugle, mais de capacité à toucher les gens, à créer un héritage émotionnel. Mademoiselle, Clara nous montre l'avenir de notre marque. » Les mots de Monsieur Antoine furent un coup pour Valérie et un immense soulagement pour Clara. La présentation continua, et Clara, maintenant plus confiante, défendit chaque point avec maestria. À la fin, Monsieur Antoine se leva et applaudit, suivi par tout son conseil d'administration. « Clara, vous n'avez pas seulement dépassé mes attentes, vous les avez redéfinies. C'est la campagne dont Diamants éternels avait besoin. » Valérie, le visage pâle, fut forcée de ravaler ces mots. Clara, la stagiaire qui n'avait pas le profil, avait fait réfléchir tout le monde. Et pour vous qui suivez ce tournant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire qui prouve que la vraie force et le véritable éclat viennent de l'intérieur. La salle de réunion explosa en applaudissements. Monsieur Antoine Lefebvre, avec un sourire sincère, tendit la main à Clara. « Félicitations, Clara. Vous ne m'avez pas seulement convaincue, vous m'avez inspirée. Diamants éternels et entre d'excellentes mains. » Ces mots furent un baume pour l'âme de Clara, une validation de tous ses efforts et de chaque nuit sans sommeil. Valérie, en revanche, était pâle, les lèvres fines et les yeux fixés sur Clara, un mélange de rage et d'humiliation. La victoire de Clara était la défaite publique de Valérie, et le micro-conflit entre elles atteignit un nouveau palier. Les jours suivants, l'agence Élégance et Stratégie était en ébullition. La campagne de Diamants éternels, sous la direction de Clara, devint le sujet du moment. Monsieur Thomas, le directeur créatif qui avait donné sa première chance à Clara, la félicita chaleureusement. « Je savais que tu avais quelque chose de spécial, Clara. Tu es une étoile montante. » Mais tous ne partageaient pas le même enthousiasme. Valérie, se sentant menacée et diminuée, commença à intensifier sa campagne de diffamation. Elle répandait que Clara avait eu de la chance, ou que Monsieur Antoine était trop impressionné par sa jeunesse, essayant de discréditer son talent et son intelligence. Clara sentait l'envie et l'hostilité de Valérie comme un nuage sombre planant sur elle. Un après-midi, Valérie l'appela dans son bureau. « Clara, félicitations pour le succès. Mais ne vous faites pas d'illusions. Un projet ne fait pas une carrière. Et rappelez-vous, vous êtes toujours une stagiaire. Il y a beaucoup à apprendre, et je serai là pour vous guider. » Le ton de Valérie était doux, mais ses mots étaient venimeux, une menace voilée qu'elle ferait de la vie de Clara un enfer. C'était un micro-conflit direct, une bataille de volonté qui était loin d'être terminée. Au milieu de cette turbulence, Lucas était le refuge de Clara. Il la trouva dans la cuisine, visiblement ébranlée après la conversation avec Valérie. « Ne l'écoute pas, Clara. Le succès dérange ceux qui n'ont pas la capacité de l'atteindre. Tu as prouvé ta valeur. Personne ne peut te l'enlever. » Il lui tint la main, un geste de réconfort qui fit battre le cœur de Clara.
Le contact était un rappel de la connexion profonde qui se formait entre eux, une romance qui surgissait lentement, nourrie par la complicité et le soutien mutuel au milieu de la douleur et de l'adversité. Les obstacles émotionnels et sociaux devinrent plus complexes. Clara, maintenant avec plus de responsabilités, dut déménager dans un appartement plus grand, plus proche de l'agence, dans un quartier plus cher de Paris. Le déménagement représentait une avancée professionnelle, mais aussi un éloignement encore plus grand de ses racines à Lyon. Sa mère, Madame Dubois, bien que heureuse, exprimait une pointe de tristesse. « Ma fille, tu grandis tellement, mais je sens que tu vas vers un monde qui n'est pas le nôtre. N'oublie pas d'où tu viens. » La culpabilité de s'éloigner de sa famille et de ses origines modestes était un lourd fardeau pour Clara, un conflit interne qui l'accompagnait. De plus, la nouvelle position de Clara à l'agence généra de la jalousie parmi d'autres stagiaires et même parmi certains employés plus anciens. Ils la voyaient comme une favorite, quelqu'un qui avait sauté des étapes. Les murmures dans les couloirs s'intensifièrent, et Clara se sentait de plus en plus isolée, malgré son succès. Elle réalisa que le chemin vers le sommet était solitaire, et que chaque victoire s'accompagnait de nouveaux défis et de nouvelles résistances. Lucas, percevant l'isolement de Clara, commença à l'inviter à des promenades en ville le week-end. Ils exploraient les quartiers historiques de Paris, visitaient des galeries d'art, se promenaient le long des quais. Dans ces moments, loin de la pression de l'agence, Clara parvenait à se détendre et à être elle-même. Lors d'une de ces promenades, au jardin du Luxembourg, Lucas s'arrêta devant une orchidée rare et dit « Cette fleur est comme toi, Clara. Unique, résiliente et avec une beauté qui se distingue partout. » Le compliment, sincère et poétique, fit rougir Clara. Elle regarda Lucas, et pour la première fois, elle vit dans ses yeux non seulement de l'admiration, mais un amour profond et croissant. La romance fleurissait, subtile et belle, comme l'orchidée à laquelle il avait comparé. Malgré le bonheur que Lucas apportait, l'ombre de Valérie planait toujours. Elle commença à saboter les ressources de Clara, retardant les approbations, rendant difficile l'accès aux informations et même tentant de voler le crédit de certaines idées secondaires de la campagne. Lors d'une réunion avec M. Antoine, Valérie tenta d'insinuer que la campagne dépassait le budget et que Clara n'avait pas la vision financière nécessaire pour gérer un projet aussi important. C'était un micro-conflit financier, une nouvelle tactique pour la disqualifier. Clara, cependant, était préparée. Elle avait anticipé les manœuvres de Valérie et avait tous les rapports financiers en main, prouvant que la campagne était dans le budget et générait des résultats exceptionnels. Monsieur Antoine, impressionné par l'organisation et la perspicacité de Clara, réprimanda subtilement Valérie. « Valérie, Clara fait un travail exemplaire. Nous devons lui apporter tout le soutien nécessaire. » La victoire de Clara était une nouvelle défaite pour Valérie, mais la directrice n'abandonnerait pas si facilement. Elle attendait juste le bon moment pour la prochaine attaque. Et pour vous qui suivez ce parcours de dépassement et de romance, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire qui prouve que la vraie force et le véritable éclat viennent de l'intérieur. La victoire de Clara lors de la présentation de Diamant Éternel résonna dans toute l'agence, mais la paix était illusoire. Valérie, blessée dans son orgueil et son pouvoir, ne s'avoua pas vaincue. Elle commença à répandre des rumeurs encore plus malveillantes, insinuant que Clara avait utilisé des tactiques contraires à l'éthique pour obtenir l'approbation de M. Antoine. Il n'est pas possible qu'une stagiaire sans expérience ait créé quelque chose d'aussi innovant seule. Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça, chuchotait-elle à qui voulait l'entendre, essayant de ternir la réputation de Clara et de semer la méfiance. Ce micro-conflit, désormais axé sur l'intégrité de Clara, était une attaque directe à son honneur. Clara sentait le poids de ces accusations voilées. À chaque regard méfiant, à chaque murmure dans les couloirs, elle ressentait une pointe de douleur. La joie de la victoire commençait à être obscurcie par l'amertume de l'envie. Dans un moment de confidence avec Lucas, elle exprima sa frustration. « Lucas, j'ai tellement travaillé, je me suis donné corps et âme. Comment peut-elle dire ces choses? Ça fait tellement mal. » Lucas, d'une voix pleine d'empathie, la serra contre lui, un geste spontané et réconfortant. Clara, la vérité finit toujours par éclater. Les gens qui comptent connaissent ta valeur. Ne laisse pas sa méchanceté t'atteindre. Tu es plus grande que ça.
L'étreinte, prolongée et pleine de tendresse, fut un baume pour l'âme de Clara, un rappel que, malgré tout, elle n'était pas seule. La romance entre eux, maintenant plus évidente, fleurissait au milieu de l'adversité. Lucas devint le bouclier de Clara, la défendant subtilement chaque fois que Valérie tentait de l'attaquer. Il l'invitait à déjeuner en dehors de l'agence, pour qu'ils puissent parler en paix, loin des regards curieux. Lors d'un de ces déjeuners, dans un petit restaurant à Montmartre, avec vue sur Paris, Lucas tint la main de Clara sur la table. « Clara, je sais que c'est difficile, mais tu dois rester forte. Je suis là pour toi. Toujours. » Ces mots, chargés de sincérité, firent battre le cœur de Clara. C'était un amour qui surgissait lentement, construit sur la confiance, le respect et la complicité, un refuge au milieu de la tempête. Les obstacles émotionnels et sociaux s'intensifiaient. La pression de Valérie et les rumeurs à l'agence commencèrent à affecter la santé mentale de Clara. Elle avait des difficultés à dormir, perdait l'appétit et ressentait une anxiété constante. Sa mère, Madame Dubois, percevant le changement dans la voix de sa fille, décida de faire une visite surprise à Paris, venant de Lyon. « Ma fille, tu ne vas pas bien. Tes yeux sont tristes. Que se passe-t-il » La préoccupation de sa mère était un mélange de réconfort et d'un fardeau supplémentaire pour Clara, qui ne voulait pas l'inquiéter. Elle ressentait la pression de devoir être forte pour tout le monde, mais intérieurement, elle était épuisée. Un après-midi, alors que Clara tentait d'expliquer à sa mère la complexité de l'environnement de travail, Valérie passa devant elle dans le couloir de l'agence. Avec un sourire forcé, elle se présenta à Madame Dubois. « Ah, vous devez être la mère de Clara. C'est un plaisir. Votre fille est très ambitieuse. J'espère qu'elle sera à la hauteur des attentes. » Le ton de Valérie était condescendant, et Madame Dubois, bien qu'éduquée, sentit l'hostilité voilée. C'était un micro-conflit social, la tentative de Valérie de rabaisser Clara même devant sa famille, exposant ses origines modestes. Clara ressentit une honte momentanée, mais la colère la submergea rapidement. Elle ne permettrait pas à Valérie d'humilier sa mère. La présence de Madame Dubois, bien que préoccupante, apporta également un nouveau souffle à Clara. Sa mère, avec sa sagesse simple, lui rappela sa force intérieure. « Ma fille, tu as toujours été une battante. Ne laisse pas l'envie des autres te faire tomber. Montre-leur qui tu es vraiment, avec ton travail et ton cœur. » Les mots de sa mère furent un rappel de ses racines, de la résilience qui l'avait menée jusqu'ici. La campagne de Diamant éternel était sur le point d'être lancée, et l'attente était énorme. Monsieur Antoine Lefebvre avait publiquement loué le travail de Clara lors d'un événement du secteur, ce qui augmenta encore sa visibilité et, par conséquent, la fureur de Valérie. La directrice, dans un acte de désespoir, commença à saboter la logistique du lancement, retardant les matériaux et créant des bureaucraties inutiles, tout cela pour que la campagne de Clara n'ait pas l'impact escompté. C'était un micro-conflit opérationnel, une dernière tentative de Valérie d'empêcher le succès de Clara. Clara, avec l'aide de Lucas, qui travaillait sans relâche à ses côtés, parvint à contourner chaque obstacle. Il passait des nuits blanches, résolvant des problèmes, réorganisant les plannings, s'assurant que tout serait parfait pour le lancement. À chaque défi surmonté, la connexion entre eux se renforçait. Lors d'une de ces nuits, épuisé, mais victorieux, Lucas regarda Clara, les yeux brillants. « Clara, tu es incroyable. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. » Il se pencha et, doucement, l'embrassa sur le front. Ce fut un baiser chaste, mais chargé de tout l'amour et l'admiration qu'il ressentait. Clara sentit son cœur exploser d'émotion. Le lancement de la campagne fut un succès retentissant. Les réseaux sociaux furent inondés de compliments, et les ventes de Diamant éternel montèrent en flèche. Clara, la stagiaire qui n'avait pas le profil, avait non seulement fait réfléchir tout le monde, mais avait aussi révolutionné le marketing de luxe. Valérie, observant le succès de Clara de loin, sentait le sol s'ouvrir sous ses pieds. Sa défaite était complète. Et pour vous qui suivez ce parcours de dépassement et de romance, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire qui prouve que la vraie force et le véritable éclat viennent de l'intérieur.
Le succès retentissant de la campagne Diamant éternel non seulement propulsa les ventes de la joaillerie, mais catapulta également Clara au centre de l'attention à l'élégance et stratégie. Monsieur Antoine Lefebvre, dans un geste de reconnaissance publique, envoya un email à toute l'agence, louant le talent exceptionnel et la vision innovante de Clara, la mentionnant nommément comme la leader du projet. Cet email, lu par tous, fut un coup final pour Valérie. La directrice, qui riait auparavant de la stagiaire, voyait maintenant son propre prestige s'effondrer. Le micro-conflit entre elles se transforma en une guerre froide, où Valérie évitait Clara, mais ses regards portaient une haine silencieuse et profonde. Clara, de son côté, ressentait un mélange d'euphorie et d'épuisement. La victoire était douce, mais le prix avait été élevé. Elle reçut enfin une promotion, passant de stagiaire à analyste marketing junior, avec un salaire qui, pour la première fois, lui permettait de respirer plus tranquillement. Le déménagement dans le nouvel appartement à Paris se concrétisa, et elle ressentait un mélange de fierté et de nostalgie de Lyon. Lors d'une des premières nuits dans son nouveau foyer, seule, elle ressentit un vide, une pointe de solitude. L'ascension professionnelle s'accompagnait d'un nouveau type d'isolement, un obstacle émotionnel qu'elle n'avait pas prévu. Lucas, percevant la mélancolie de Clara, fut le premier à lui rendre visite dans son nouvel appartement. Il apporta des fleurs et une pizza, transformant la nuit solitaire en un moment de joie et de complicité. « Clara, tu mérites tout ça. Chaque parcelle de succès. Et ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. Je suis là. » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, et la conversation coula naturellement. Ils parlèrent de leurs rêves, de l'avenir, de la possibilité de travailler ensemble sur de nouveaux projets. La romance entre eux, qui surgissait lentement, prenait maintenant des contours plus définis, plus palpables. La présence de Lucas était un baume, un rappel que le succès était plus doux lorsqu'il était partagé. Les obstacles sociaux, cependant, persistaient. Certains collègues de travail, qui l'ignoraient auparavant, la traitaient maintenant avec une fausse cordialité, mêlée d'envie. D'autres, plus audacieux, tentaient de s'approcher uniquement pour bénéficier de sa nouvelle influence. Clara se sentait constamment évaluée, devant discerner qui était sincère et qui avait des arrière-pensées. C'était un nouveau type de micro-conflit, la bataille pour maintenir son authenticité dans un environnement où les apparences valaient beaucoup. Un après-midi, alors que Clara était à son bureau, Valérie passa et, sans la regarder, laissa un mémo. C'était une liste de tâches administratives, typiques des stagiaires, que Valérie avait déléguées à Clara, même en connaissant sa nouvelle position et ses responsabilités. « Clara, j'ai besoin que vous organisiez ces dossiers. C'est urgent. » Le ton était sec, l'attitude, irrespectueuse. C'était une tentative claire de Valérie de rabaisser Clara publiquement, de lui rappeler son ancienne place. Clara sentit la colère bouillonner, mais respira profondément. Elle savait que répondre avec colère serait donner à Valérie la victoire qu'elle désirait tant. Au lieu de confronter Valérie, Clara aborda Monsieur Thomas, le directeur créatif. « Monsieur Thomas, avec tout le respect que je vous dois, j'ai été promu analyste marketing junior. Mes responsabilités sont maintenant différentes. Je crois que ces tâches administratives devraient être déléguées à un stagiaire, comme auparavant. » Monsieur Thomas, qui était déjà au courant des attitudes de Valérie, acquiesça. « Vous avez absolument raison, Clara. Laissez-moi régler ça. » L'intervention de Monsieur Thomas fut une nouvelle défaite pour Valérie, qui fut discrètement réprimandée pour son attitude. Clara avait appris à mener ses batailles avec intelligence, non avec impulsivité. Malgré les petites victoires, Clara ressentait toujours la pression de devoir prouver sa valeur constamment. Elle savait que Valérie n'abandonnerait pas facilement et que de nouveaux défis surgiraient. Mais maintenant, elle avait Lucas à ses côtés, un partenaire qui la soutenait inconditionnellement. Un week-end, ils voyagèrent à Fontainebleau, la ville impériale, pour un bref refuge. Loin de l'agence, ils purent se connecter encore plus. Lors d'une promenade au château de Fontainebleau, Lucas, tenant la main de Clara, dit « Clara, je t'aime. Non seulement pour ton talent, mais pour la personne incroyable que tu es, pour ta force, pour ta gentillesse. » Le compliment, sincère et poétique, fit rougir Clara. Elle le regarda, les yeux embués. « Je t'aime aussi, Lucas. »
Le baiser qui suivit fut la confirmation d'un amour qui avait fleuri au milieu de la douleur et du dépassement, un amour qui promettait d'être un refuge sûr dans toutes les tempêtes. Le tournant émotionnel profond commençait à se dessiner. Clara n'était plus la stagiaire invisible et humiliée. Elle était une femme forte, talentueuse et aimée. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Valérie, dans son désespoir, était sur le point de faire un coup encore plus risqué. Un coup qui pourrait affecter non seulement la carrière de Clara, mais aussi la réputation de l'élégance et stratégie. Et pour vous qui suivez ce parcours de dépassement et de romance, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire qui prouve que la vraie force et le véritable éclat viennent de l'intérieur. La déclaration d'amour à Fontainebleau avait scellé le lien entre Clara et Lucas, transformant la complicité en une romance profonde et inébranlable. Ils formaient désormais une équipe, prête à affronter ce qui viendrait. Et ce qui vint fut la fureur silencieuse de Valérie, qui, après avoir été publiquement réprimandée par M. Thomas et M. Antoine, se sentait acculée. Sa carrière à l'élégance et stratégie était en jeu, et elle en blâmait Clara. Le micro-conflit entre elles, auparavant une bataille d'ego, se transformait maintenant en une vengeance personnelle, Valérie étant prête à tout pour faire tomber Clara, même si cela signifiait nuire à l'agence elle-même. Valérie commença à manipuler des informations financières, créant de faux rapports qui suggéraient que la campagne Diamant éternel, malgré le succès des ventes, avait des coûts bien supérieurs aux prévisions, tentant de ternir l'image de Clara en tant que gestionnaire. Clara est excellente avec les idées, mais elle n'a aucune notion de budget. Nous perdons de l'argent avec sa campagne émotionnelle, répondait-elle, dans l'intention de semer la discorde entre la direction et Clara. C'était un micro-conflit financier et de réputation, une attaque directe à la compétence professionnelle de Clara. Clara et Lucas, conscients de la nature de Valérie, avaient toujours une longueur d'avance. Lucas, avec sa perspicacité pour les données et les systèmes, avait créé un système de suivi des coûts parallèles pour la campagne, prévoyant que Valérie tenterait quelque chose de ce genre. Ensemble, ils révisèrent chaque feuille de calcul, chaque facture, et découvrirent les manipulations de Valérie. La colère de Clara était immense, mais Lucas la calma. « Nous n'allons pas agir par impulsion, Clara. Nous allons exposer la vérité de manière irréfutable. » Le soutien de Lucas était fondamental, et la romance entre eux se renforçait à chaque défi surmonté, à chaque injustice combattue. Les obstacles émotionnels et sociaux se manifestaient par la pression croissante sur Clara. Elle était maintenant une figure publique à l'agence, et chacun de ses mouvements était observé. L'envie de Valérie n'était pas le seul problème. Certains collègues, qui la voyaient auparavant comme une inspiration, la regardaient maintenant avec une pointe de ressentiment, se sentant éclipsée par son succès rapide. Clara ressentait le poids de la solitude au sommet, la difficulté de maintenir des relations authentiques dans un environnement aussi compétitif. La nostalgie de Lyon et de la simplicité de sa vie antérieure était un sentiment constant, un rappel de ses racines. Lors d'un dîner avec Lucas, Clara se confia. « Parfois, Lucas, j'ai l'impression de perdre un morceau de moi. Cette lutte constante, ce besoin de prouver ma valeur chaque jour. C'est épuisant. » Lucas lui tint la main, les yeux pleins de tendresse. « Tu ne perds rien, Clara. Tu grandis. Et je suis là pour te rappeler qui tu es, pour te soutenir à chaque pas. N'oublie pas ton essence, ta passion. C'est ce qui te rend unique. » Ces mots furent un baume, et Clara se sentit plus forte, plus connectée à elle-même et à lui. Le tournant émotionnel profond commença à se dessiner lorsque Clara et Lucas décidèrent de confronter Valérie avec les preuves de ses manipulations. Ils organisèrent une réunion avec M. Thomas et M. Antoine, présentant les faux rapports de Valérie et les preuves irréfutables de ses fraudes. La salle de réunion était tendue. Valérie, initialement, tenta de nier, mais les preuves étaient accablantes. M. Antoine, un homme d'affaires intègre, fut choqué et profondément déçu. « Valérie, c'est inacceptable. Votre conduite ne nuit pas seulement à Clara, mais à la réputation de l'élégance et stratégie et à la confiance de nos clients. » L'humiliation de Valérie fut complète. Elle fut licenciée sur le champ, et son départ de l'agence fut un événement discret, mais marquant. La justice avait été rendue, mais la victoire de Clara eut un goût doux amer. Elle ne ressentait pas de joie dans la chute de Valérie,
seulement un soulagement et une tristesse de la façon dont l'envie et l'amertume avaient consumé une personne. Cette expérience, cependant, la renforça, lui montrant l'importance de l'intégrité et de la vérité. Avec le départ de Valérie, l'ambiance à l'agence commença à changer. Monsieur Antoine, impressionné par la maturité et l'éthique de Clara, lui offrit une position de leadership encore plus importante, coordinatrice de projets de luxe, avec la responsabilité de développer de nouvelles stratégies pour les clients les plus importants de l'agence. C'était un bond gigantesque, une preuve que son talent et sa vision étaient incontestables. Clara, émue, accepta le défi. Lucas, qui avait été fondamental dans tout ce parcours, reçut également une promotion, devenant directeur artistique senior. Ils travailleraient désormais côte à côte, non seulement comme amants, mais comme partenaires professionnels, construisant un avenir ensemble. La romance, qui surgit lentement au milieu de la douleur et du dépassement, s'était consolidée, devenant la base de leur vie. Clara, la stagiaire qui n'avait pas le profil, avait fait réfléchir tout le monde, et maintenant, elle construisait un héritage. Et pour vous qui suivez ce parcours de dépassement et de romance, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire qui prouve que la vraie force et le véritable éclat viennent de l'intérieur. Le départ de Valérie de l'élégance et stratégie laissa un vide, mais aussi un soulagement palpable dans l'environnement de travail. Clara, désormais coordinatrice de projets de luxe, ressentait le poids de la responsabilité, mais aussi la liberté de mettre en œuvre sa vision sans le sabotage constant. Lucas, en tant que directeur artistique senior, était son bras droit, et la synergie entre eux était indéniable. Ils formaient un duo puissant, non seulement en amour, mais aussi dans la profession. Cependant, l'absence de Valérie ne signifiait pas la fin des micro-conflits. De nouveaux défis surgirent, cette fois, de la structure même de l'agence et des attentes croissantes. Le premier micro-conflit vint sous la forme d'un nouveau client, une marque de montres de luxe suisse, connue pour sa tradition et son conservatisme. Le PDG de la marque, M. Klaus Schneider, était notoirement difficile à satisfaire et avait une vision très spécifique de ce qu'était le luxe. Il avait entendu parler du succès de la campagne Diamant éternel, mais était sceptique quant à l'approche émotionnelle de Clara pour sa marque. Nos montres sont une question de précision, d'héritage, pas de « sentiment », déclara-t-il lors de leur première réunion, d'un ton froid et distant. C'était un défi direct à la philosophie de Clara, un obstacle qui mettrait à l'épreuve sa capacité à adapter sa vision sans perdre son essence. Clara sentit la pression. Elle savait qu'elle devait prouver que son approche n'était pas une formule unique, mais une philosophie adaptable. Lucas, percevant son inquiétude, la soutint. « Clara, tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Montre-lui simplement comment l'émotion peut se connecter à la précision et à l'héritage. C'est une question de perspective. » Ils passèrent des heures à rechercher l'histoire de la marque, cherchant des points de connexion entre la tradition et l'authenticité que Clara valorisait tant. La romance entre eux s'approfondissait à chaque brainstorming, à chaque défi surmonté ensemble, renforçant le partenariat professionnel et personnel. Les obstacles émotionnels et sociaux étaient maintenant plus subtils, mais toujours présents. L'ascension de Clara et Lucas généra une nouvelle dynamique à l'agence. Certains collègues, qui étaient auparavant leurs pairs, se sentaient maintenant intimidés par leur autorité. Clara percevait des regards d'envie et une certaine distance, ce qui la faisait se sentir, parfois, isolée. Elle regrettait la camaraderie simple qu'elle avait avec Lucas, lorsqu'il n'était que stagiaire et designer. La responsabilité de diriger signifiait aussi la solitude de prendre des décisions difficiles, un fardeau qu'elle portait avec dignité. Un week-end, Clara et Lucas décidèrent de rendre visite à la famille de Clara à Lyon. Le voyage était un baume, un retour aux racines qui l'aidait à se reconnecter avec qui elle était vraiment. Madame Dubois, la mère de Clara, était radieuse de la visite et du bonheur de sa fille aux côtés de Lucas. « Ma fille, tu es si différente, si forte. Et ce jeune homme, il te fait tellement de bien. » Les mots de sa mère furent un rappel de l'amour inconditionnel qui l'attendait à la maison, un contrepoint à la froideur du monde de l'entreprise. Lucas, de son côté, se sentait chez lui avec la famille de Clara, partageant des histoires et des rires, ce qui renforça encore le lien entre eux. De retour à Paris, le défi avec M. Klaus Schneider s'intensifia. Il rejeta les premières propositions de Clara,
les considérant trop sentimentales et peu sophistiquées pour sa marque. Mademoiselle Clara, j'apprécie votre passion, mais nos clients attendent quelque chose de plus intemporel. Quelque chose qui reflète l'ingénierie parfaite de nos montres, pas les larmes d'une histoire d'amour. Le commentaire fut un coup, un micro-conflit direct qui fit douter Clara de sa propre approche. Elle sentit l'ombre de l'ancienne Valérie planer sur les mots de M. Schneider. Lucas, voyant la frustration de Clara, l'entraîna pour une conversation privée. « Clara, il ne dit pas que ton idée est mauvaise, il dit qu'elle ne correspond pas à sa vision. Mais ta vision est une question de connexion. Montrons-lui comment la précision et l'héritage peuvent se connecter aux émotions les plus profondes, au passage du temps et aux souvenirs qu'il garde. » Ensemble, ils reformulèrent la campagne, en gardant l'essence émotionnelle, mais en l'adaptant pour se concentrer sur l'idée qu'une montre de luxe ne marque pas seulement le temps, mais garde les histoires d'une vie, les moments précieux qui deviennent éternels. La nouvelle proposition de Clara et Lucas pour la marque de montres suisses fut un chef-d'œuvre d'équilibre. Ils créèrent une campagne qui célébrait la précision et l'héritage, mais avec une touche d'émotion subtile, montrant comment les montres étaient transmises de génération en génération, portant avec elles les souvenirs et les héritages familiaux. La présentation fut impeccable, et M. Klaus Schneider, initialement sceptique, fut progressivement conquis. À la fin, il se leva, avec un sourire discret. « Mademoiselle Clara, je dois admettre que vous m'avez fait réfléchir. Votre vision est, en effet, intemporelle. Et émouvante. » La victoire était une nouvelle preuve du talent de Clara et de la force de son partenariat avec Lucas. Le tournant émotionnel profond se consolidait. Clara n'était pas seulement une professionnelle à succès, elle était une femme qui avait trouvé l'amour et le bonheur dans son parcours. Elle avait prouvé que le profil n'était pas une question de naissance, mais de passion, d'intelligence et de résilience. Et pour vous qui suivez ce parcours de dépassement et de romance, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire qui prouve que la vraie force et le véritable éclat viennent de l'intérieur. La victoire sur le scepticisme de M. Klaus Schneider consolida la réputation de Clara à l'élégance et stratégie, et l'agence, propulsée par ses succès, commença à étendre ses horizons. M. Antoine Lefebvre, PDG de Diamant Éternel et maintenant un grand admirateur de Clara, suggéra une fusion stratégique entre l'élégance et une agence de technologie de pointe à Marseille, visant à créer une puissance encore plus grande sur le marché du luxe numérique. Cette proposition, bien qu'excitante, apporta avec elle un nouveau et complexe micro-conflit. L'incertitude quant à l'avenir de l'agence, la possible relocalisation des équipes et l'adaptation à une nouvelle culture d'entreprise. Clara et Lucas, maintenant un couple consolidé et un duo professionnel imbattable, furent appelés à participer aux discussions sur la fusion. La perspective de travailler à Marseille, une ville vibrante et pleine d'opportunités, était tentante, mais aussi effrayante. Cela signifiait quitter Paris, la ville où leur amour avait fleuri et où Clara avait construit sa nouvelle vie. C'était un obstacle émotionnel significatif, le choix difficile entre la sécurité du connu et la promesse d'un avenir encore plus brillant, mais incertain. La romance entre eux, qui surgissait lentement au milieu de la douleur et du dépassement, était maintenant l'encre de Clara. Une nuit, alors qu'il marchait le long de la promenade des Anglais à Nice, Lucas sentit son appréhension. « Clara, je sais que c'est une décision difficile. Mais peu importe où nous sommes, ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Je t'aime, et ma place est à tes côtés, que ce soit à Paris, à Marseille, ou n'importe où dans le monde. » Les mots de Lucas furent un baume pour l'âme de Clara, un rappel que leur amour était plus fort que tout changement ou incertitude. Ils s'embrassèrent, et le son des vagues semblait bercer la promesse d'un avenir partagé. Les obstacles sociaux et émotionnels se manifestaient dans la réaction des collègues de travail. Certains étaient enthousiastes à l'idée de la fusion, la voyant comme une opportunité de croissance. D'autres, cependant, étaient appréhensifs, craignant de perdre leur emploi ou de devoir s'adapter à un nouveau style de travail. Clara, maintenant en position de leadership, ressentait la responsabilité de calmer les esprits et de guider l'équipe à travers cette transition. C'était un micro-conflit de gestion, où elle devait équilibrer la vision stratégique avec la sensibilité humaine. Lors d'une des réunions sur la fusion, l'un des directeurs de l'agence de Marseille, M. Julien Dubois, un homme d'affaires pragmatique et axé sur les chiffres, remit en question l'approche de Clara.
Mademoiselle Clara, votre campagne pour Diamant Éternel a été un succès, mais cette emphase sur l'émotion et les histoires est-elle scalable? Notre objectif est les données, le roi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être sentimentaux dans un marché aussi compétitif. Le commentaire de M. Dubois fut un micro-conflit direct, une nouvelle version de l'ancienne critique de Valérie, mais venant d'une source différente, qui testait la conviction de Clara en sa propre philosophie. Clara, avec l'expérience acquise, ne se laissa pas déstabiliser. Elle défendit son approche avec des données concrètes, montrant comment la connexion émotionnelle générait un engagement plus profond, une fidélité à la marque, et par conséquent, un retour sur investissement supérieur à long terme. Monsieur Dubois, l'émotion n'est pas l'opposé des données. Elle est le moteur qui propulse le comportement du consommateur. Le luxe d'aujourd'hui ne concerne pas seulement le produit, mais l'expérience et l'histoire qu'il représente. Et cela, oui, est scalable et rentable. La réponse de Clara, ferme et fondée, impressionna Monsieur Dubois, qui commença à voir la valeur de sa perspective. Malgré les défis de la fusion, Clara et Lucas continuaient de croître professionnellement et personnellement. Ils déménagèrent dans un appartement plus grand à Marseille, un nouveau départ pour le couple. La distance de la famille de Clara à Lyon et de la famille de Lucas à Lille était un obstacle, mais ils s'efforçaient de maintenir le contact, faisant des visites régulières et des appels vidéo. Ils savaient que le soutien familial était essentiel pour le bonheur plein. Le tournant émotionnel profond était en train de se compléter. Clara, la stagiaire qui avait été humiliée, était maintenant une leader respectée, une innovatrice sur le marché du luxe et une femme profondément aimée. Elle avait prouvé que le profil n'était pas une question de naissance ou de statut, mais de talent, de passion, de résilience et surtout d'authenticité. La fin heureuse se dessinait, non comme un conte de fées, mais comme la récompense d'un parcours ardu et plein de dépassements. Et pour vous qui suivez ce parcours de dépassement et de romance, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire qui prouve que la vraie force et le véritable éclat viennent de l'intérieur. La vie à Marseille était un tourbillon de nouvelles expériences pour Clara et Lucas. L'agence fusionnée, maintenant rebaptisée Élégance et Innovation, était un environnement dynamique, mais aussi exigeant. Clara, dans sa nouvelle position de coordinatrice exécutive de marketing de luxe, et Lucas, en tant que directeur créatif général, était en première ligne de l'intégration des deux cultures d'entreprise. Cette transition généra un nouveau et complexe micro-conflit. La résistance de certains employés de l'ancienne agence de technologie, qui voyaient l'approche émotionnelle de Clara comme trop douce pour le marché numérique agressif. Nous avons besoin de résultats rapides. Clara, pas d'histoire à dormir debout, commenta l'un des chefs de projet de l'ancienne équipe de Marseille, lors d'une réunion, avec un ton de dédain qui rappelait les anciens mots de Valérie. Clara sentit la piqûre de la critique, mais sa résilience était plus forte que jamais. Elle savait qu'elle devait prouver la valeur de sa philosophie sur un nouveau terrain. Lucas, son partenaire inséparable, était à ses côtés, offrant soutien et idées pour intégrer l'émotion à la technologie de manière efficace. Ils passèrent des heures à développer des stratégies qui combinaient l'analyse de données avec des récits captivants, montrant comment l'authenticité et la connexion humaine pouvaient stimuler l'engagement numérique et le roi. La romance entre eux, qui surgissait lentement au milieu de la douleur et du dépassement, était maintenant la base de leur force, tant personnelle que professionnelle. Les obstacles émotionnels et sociaux se manifestaient par la nostalgie de la famille et des amis de Paris et de Lyon. Bien qu'ils soient heureux des nouvelles opportunités, la distance pesait. Clara regrettait les déjeuners avec sa mère, Madame Dubois, et les conversations décontractées avec les quelques amis qu'elle avait fait à Paris. Lucas, de son côté, regrettait l'énergie de l'île et la simplicité de sa terre natale. Ils se soutenaient mutuellement, trouvant du réconfort l'un dans l'autre et planifiant des visites régulières à leur famille, gardant leurs racines vivantes au milieu de l'agitation de la nouvelle ville. Lors d'une des réunions avec le conseil d'administration de l'élégance et innovation, Clara présenta une proposition audacieuse pour une nouvelle campagne d'une marque de voitures de luxe électrique. Elle suggéra une approche qui se concentrait non seulement sur la technologie et le design, mais sur l'expérience de conduite, la liberté et l'émotion d'un avenir durable. Monsieur Julien Dubois, qui avait auparavant été sceptique, écoutait maintenant attentivement, impressionné par l'évolution de Clara. Cependant, l'un des investisseurs,
un homme plus traditionnel, exprima ses doutes. Mademoiselle Clara, les voitures de luxe sont une question de statut, de pouvoir. Cette idée de liberté émotionnelle est un peu trop abstraite pour notre public cible. C'était un micro-conflit de vision, un test pour la capacité de Clara à défendre sa philosophie sur une scène encore plus grande. Clara, d'une voix ferme et la passion dans les yeux, répondit « Monsieur, le vrai luxe aujourd'hui est la liberté. Liberté de choix, liberté d'expression, liberté d'un avenir plus propre. Nos clients ne veulent pas seulement une voiture, ils veulent une expérience qui résonne avec leurs valeurs les plus profondes. L'émotion est ce qui transforme un produit en un rêve, et c'est ce que nous vendons. » La réponse de Clara fut applaudie par Lucas et par d'autres membres de l'équipe, et même l'investisseur le plus sceptique sembla peser ses mots. Malgré les défis, l'élégance et l'innovation prospéraient sous la nouvelle direction. Les campagnes de Clara et Lucas redéfinissaient le marché du luxe, montrant que l'authenticité et l'émotion étaient, en effet, l'avenir. Ils construisaient un héritage, non seulement pour l'agence, mais pour eux-mêmes. Un week-end, alors qu'ils exploraient un parc à Marseille, Lucas surprit Clara avec une bague simple, mais élégante. « Clara, tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Tu m'inspires, tu me complètes. Veux-tu m'épouser ?» Les mots de Lucas, dits avec tout l'amour et la sincérité, firent déborder le cœur de Clara. Elle le regarda, les yeux embués de bonheur. « Oui, Lucas. 1000 fois oui. » Le baiser qui suivit fut la confirmation d'un amour qui avait surmonté toutes les adversités, une fin heureuse qui ressemblait à un rêve. Le tournant émotionnel profond était complet. Clara, la stagiaire qui n'avait pas le profil, avait non seulement fait réfléchir tout le monde, mais avait trouvé l'amour, le succès et le bonheur plein. Elle avait prouvé que le véritable éclat venait de l'intérieur, de la passion, de la résilience et du courage d'être authentique. Le mariage serait la célébration d'un parcours incroyable, un témoignage que l'amour et le dépassement peuvent transformer n'importe quel obstacle en un tremplin vers le bonheur. Et pour vous qui suivez ce parcours de dépassement et de romance, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le dénouement de cette histoire qui prouve que la vraie force et le véritable éclat viennent de l'intérieur. Le « oui » de Clara à la demande en mariage de Lucas à Marseille résonna comme la mélodie d'une fin heureuse qui semblait avoir été écrite dans les étoiles. La nouvelle se répandit rapidement parmi leurs familles et leurs amis les plus proches, apportant une vague de joie et de célébration. Madame Dubois, à Lyon, pleura d'émotion au téléphone, sentant que sa fille avait trouvé non seulement le succès, mais aussi un amour véritable et un partenaire pour la vie. La distance géographique n'était plus un obstacle, mais un pont vers de nouvelles connexions et célébrations. La romance, qui surgit lentement au milieu de la douleur et du dépassement, culminait maintenant en une promesse d'éternité. Malgré le bonheur personnel, la vie professionnelle à l'élégance et innovation continuait de présenter ses micro-conflits, bien que maintenant ce fussent des défis que Clara et Lucas affrontaient avec une union inébranlable. L'intégration des équipes de Marseille et Paris générait encore des frictions ponctuelles, avec des méthodologies et des visions différentes. Lors d'une réunion de planification stratégique, l'un des plus anciens gestionnaires de compte de l'agence de technologie exprima son scepticisme quant à la proposition de Clara de créer une plateforme de contenu interactif pour une marque de bijoux, qui permettrait aux utilisateurs de créer leurs propres histoires avec les pièces. Clara, c'est très ambitieux. Le coût est élevé, et le retour est incertain. Ce n'est pas ce que nos investisseurs attendent. Clara, avec la confiance qu'elle avait bâtie tout au long de son parcours, défendit sa vision avec passion et donnée. L'avenir du luxe est la co-création, la personnalisation. Nos clients veulent faire partie de l'histoire, pas seulement des consommateurs. Cette plateforme n'est pas un coût, c'est un investissement dans la loyauté et l'engagement d'une nouvelle génération de consommateurs de luxe. Lucas, à ses côtés, présenta les maquettes et l'architecture visuelle de la plateforme, montrant la faisabilité technique et le potentiel esthétique. Ensemble, ils convainquirent le conseil, prouvant une fois de plus que la combinaison d'émotion et d'innovation était la clé du succès. Les obstacles émotionnels et sociaux, qui semblaient auparavant insurmontables, étaient maintenant considérés comme des opportunités de croissance. Clara et Lucas décidèrent que le mariage serait une célébration de leurs racines et de leur avenir. Ils planifièrent une cérémonie intime à Lyon, dans la petite église où la famille de Clara se réunissait toujours,
et une plus grande fête à Paris, pour les amis de l'agence et de la nouvelle vie. Le choix de Lyon pour la cérémonie principale fut un geste symbolique de Clara, un retour à ses origines, un rappel que, peu importe à quelle hauteur elle volerait, ses racines la maintiendraient ferme. La préparation du mariage fut une période de pure joie et de complicité. Lucas, avec son talent artistique, dessina les invitations et aida Clara à choisir chaque détail de la décoration, qui mélangeait la simplicité lyonnaise avec la sophistication parisienne. Madame Dubois, radieuse, aida à organiser la fête à Lyon, et la famille de Lucas vint de Lille pour célébrer. C'était l'union de deux familles, de deux cultures, en un seul amour. Le jour du mariage, Clara était éblouissante dans une robe simple, mais élégante, qui reflétait sa personnalité authentique. En marchant dans l'allée de l'église, au bras de son père, elle vit Lucas à l'autel, les yeux embués. À ce moment-là, toutes les humiliations, toutes les nuits sans sommeil, tous les doutes disparurent. Elle n'était plus la stagiaire qui n'avait pas le profil. Elle était Clara, une femme forte, épanouie, aimée et prête à construire un avenir aux côtés de l'homme qui la voyait telle qu'elle était vraiment, brillante. La cérémonie fut émouvante, et les vœux de Clara et Lucas étaient un témoignage de leur parcours. « Lucas, dit Clara, d'une voix étranglée, tu m'as appris que le véritable éclat n'est pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que nous ressentons. Tu m'as fait croire en moi quand personne d'autre ne croyait. Je t'aime, et je promets de t'aimer, de te soutenir et de t'inspirer chaque jour de notre vie. » Lucas, à son tour, répondit, « Clara, tu es mon inspiration, ma force. Tu m'as montré que l'authenticité est la plus grande des richesses. Je t'aime, et je promets d'être ton refuge, ton partenaire dans toutes les aventures, dans tous les défis. » La fin heureuse était émotionnellement gratifiante et touchante. Clara et Lucas non seulement se marièrent, mais construisirent une vie ensemble, basée sur l'amour, le respect et le partenariat. À l'élégance et innovation, ils continuèrent à innover, à défier le statu quo, prouvant que l'émotion et l'authenticité étaient, en effet, l'avenir du marketing de luxe. Clara, la stagiaire qui avait été ridiculisée, avait fait réfléchir tout le monde, non seulement sur ce que signifiait avoir un profil, mais sur ce que signifiait être véritablement réussi. Trouver sa passion, se battre pour ses rêves, aimer de tout son cœur. Et pour vous qui avez suivi ce parcours incroyable, qui avez été émus et inspirés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent l'âme et nous font croire au pouvoir du dépassement et de l'amour.